Bonsoir, bon dimanche. Face à l'actu de cette semaine, on va largement parler de l'économie. On va d'abord évoquer, ou du moins, entre autres, le sommet États-Unis-Afrique. Vous le savez, 50 des 54 chefs d'État africains sont rendus à Washington pour discuter de ces questions avec le président Joe Biden. Savoir l'apport ou alors le surplus que les États-Unis peuvent apporter à l'Afrique. On va revenir sur l'emprunt obligataire en termes de reportage qui a eu lieu cette semaine pour la zone CEMAC. La CEMAC a lancé notre emprunt, la réunion de sécurité avec le désordre qu'il y a eu à Douala, le conseil de la communauté urbaine de Yaoundé, entre autres sujets qui seront évoqués et qui ont été traités par la rédaction de STV. Avec l'invité, nous parlerons donc du sommet, je l'ai dit, Afrique, États-Unis-Afrique. On va largement parler du budget 2023, récemment adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat, sous fond de crise économique, de vie chère, de l'avancée ou alors de la réapparition des microbes, mais aussi des subventions des prix de carburant. Tout cela avec un expert, un spécialiste des questions économiques. Il est économiste et consultant international, ancien haut cadre de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Eugène Yambal, bonsoir. Bonsoir, monsieur le député. Merci à nouveau de l'honneur que vous nous faites pour discuter des questions économiques et certainement permettre à nos téléspectateurs au Cameroun, à l'Afrique et au monde de comprendre les gros enjeux et de faire les décryptages de ces sujets. Merci. Avant de commencer, on va peut-être évoquer en guise d'hommage quelqu'un que vous avez connu d'assez près, que vous avez côtoyé, sans être péjoratif, tutoyé, aussi bien sur le plan personnel, professionnel, mais également dans l'intelligence de l'art. On le sait, l'écrivain et égyptologue, le professeur Omotunde, qui est décédé récemment, le 14 novembre dernier, Philippe Kalala. Vous avez un mois d'hommage à ce grand homme de la culture, de l'intelligence africaine. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de rendre hommage à ce grand panafricaniste, ce grand intellectuel du monde négro-africain. C'est une perte énorme pour le combat que nous menons pour le panafricanisme. Avant de continuer, permettez-moi de saluer nos autres amis qui étaient à la conférence du Cerf de Toula, notamment notre doyen, le professeur Obenga, l'ambassadeur Aka, le ministre Cheikh Kadio et tous les autres. La perte, le départ soudain de notre ami Kalala est une énorme perte pour nous. Il avait cette particularité dans le mouvement négro-africain de questionner et d'apporter un apport particulier sur la dimension scientifique et technique de la pensée de Cheikh Anta Diop. Il a fait commis un excellent ouvrage, notamment sur l'origine africaine, négro-africaine, du savoir grec. C'est cette dimension scientifique qu'il apportait. Et il me souvient que dans nos différentes conversations, j'ai passé beaucoup de temps avec lui après la conférence du Cerf de Toula. À Yaoundé. Oui, à Yaoundé. Dans nos différentes conversations, il insistait beaucoup sur ces dimensions scientifiques qu'il voulait démystifier pour redonner confiance à l'Afrique, aux Africains et aux Noirs. Et moi, de mon côté, j'insistais
sur la nécessité de repenser, d'avoir une idée neuve sur la Renaissance africaine. Parce que nous sommes à un moment historique, depuis plus de 5 siècles, où l'Afrique s'était un peu mise en retrait par rapport à la puissance et au domineur du monde. Et pour une première fois, compte tenu du progrès des pressions démographiques, l'Afrique revient au premier plan avec un avantage démographique et également avec l'émergence de la mondialisation, de l'émergence d'un monde multipolaire. L'Afrique arrive à un stade où elle peut à nouveau compétir pour la puissance mondiale. Donc, alors, voilà. Dans ce schéma-là, quel a été son apport en tant qu'homme de science, intelligentsia? Disons, il avait cette particularité. Les autres ont apporté une dimension anthropologique très très forte, mais lui, il avait l'art de démystifier. Vous savez que en Occident, nous pensons que tout ce qui est science, technologie, tout ce qui touche aux mathématiques provient de l'Occident. Et nous avons oublié que l'Occident, pendant longtemps, était en retard sur les autres continents, notamment à peu près 4e au 13e siècle. Et ils sont allés emprunter le savoir auprès de l'Égypte antique. Ils ont emprunté également les mathématiques, la géométrie auprès du monde arabe. Ils ont également emprunté la poudre à canon, les techniques de navigation et l'imprimerie auprès des Chinois. Donc, notre ami avait cette particularité de réconcilier l'Afrique avec son histoire scientifique, en disant que la force de l'Occident aujourd'hui au niveau scientifique, au niveau des mathématiques, provient des apports de l'Égypte antique. D'accord. Alors, puisqu'on parle d'un panafricaniste, on va le dire clairement, qui a contribué par sa recherche, par son travail, à faire rejaillir l'histoire de l'Afrique, autant ouvrir sur la diaspora. Cette importante diaspora camerounaise, africaine, qu'on voit s'épanouir à travers le monde. Pardon, on voit des Africains à la NASA, on les voit dans les grandes structures internationales, mais on s'interroge sur le niveau de développement de l'Afrique, sur ce recul du continent africain par rapport aux autres. Quel est l'apport que cette diaspora peut avoir pour notre continent? Lorsque vous regardez tous les grands pays, notamment la Chine, l'Inde et l'Afrique, l'apport de la diaspora est capital. Il y a plus de 450 milliards de transferts financiers que les diasporas rapatrient auprès de leur pays. Par an? Par an. Par an. Au niveau de la Chine et de l'Inde, il n'y a pas que l'apport financier, il y a aussi le fait que tous les Chinois et les Indiens formés dans les meilleures universités américaines, qui travaillent dans toutes les nouvelles industries de l'information, Apple, Microsoft et autres, qui travaillent dans des compagnies d'ingénierie, ce sont ces gens de cette diaspora qui souvent retournent dans leur pays avec un savoir-faire et qui permettent d'apporter non seulement de la matière grise, mais également des capitaux pour développer leur pays. Quand on prend l'exemple de l'Inde, par exemple, vous savez que le principal concurrent de la Silicon Valley, c'est l'Inde. Et l'Inde a une grande colonie, notamment aux États-Unis et en Angleterre. Et beaucoup d'Indiens ont des postes très élevés dans toutes les grandes entreprises américaines et autres. Et ce sont ces mêmes gens qui, par la sous-traitance ou avec des politiques intelligentes de leur gouvernement, lorsque ces gouvernements veulent conquérir un secteur particulier, ils mobilisent et les ressources internes et les ressources de la diaspora. D'accord. Et pour revenir à l'Afrique, j'ai eu l'occasion de travailler notamment avec le gouvernement éthiopien
sur la stratégie d'industrialisation avec l'ancien Premier ministre Mélès. Et là-dedans, nous avions une part très importante sur la contribution de la diaspora éthiopienne. Et on a mis en place des programmes où, lorsque le gouvernement devait émettre même des obligations du Trésor, construire des infrastructures, par exemple, ils ont le plus grand barrage qui a été construit récemment, le gouvernement s'assurait qu'en lieu et place, ou plutôt en complément de l'investissement étranger, la diaspora avait joué un rôle important. En termes de contribution financière en termes de et de main-d'œuvre aussi? Non, même en termes de contribution financière et d'investissement. C'est-à-dire, lorsqu'on libéralisait certains secteurs de l'économie, vous savez que l'Éthiopie est un pays très fermé. Par exemple, tout le secteur de la finance ou de la grande distribution était longtemps fermé aux étrangers, même dans les télécoms. Et quand on ouvrait ces secteurs, on essayait d'avoir les apports de... Mais comment ça se schématise concrètement? C'est la grosse question. Je veux dire, comment est-ce que cette diaspora, est-ce qu'il y a des mécanismes institutionnels par exemple, vous avez pris l'exemple de la Chine et des autres pays qui en profitent aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait en Afrique, par exemple, qu'on mette sur pied des mécanismes institutionnels pour inciter cette diaspora-là à davantage s'impliquer, s'implanter et investir, contribuer au développement? Avant d'arriver au mécanisme d'incitation, il faut d'abord prendre conscience que la diaspora est une part entière, est une composante entière de la communauté nationale. C'est-à-dire, en plus de nos compatriotes qui sont dans le territoire national, la diaspora est une composante camerounaise ou africaine qui peut également apporter sa contribution à l'édification de l'économie ou au progrès de l'économie nationale. Une fois qu'on s'est dit que la diaspora n'est pas une opposition par rapport au régime ou au gouvernement en place, une fois qu'on a fait cette révolution, la deuxième phase consiste à mettre en place des mécanismes. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la plupart des gens de la diaspora interviennent de manière individuelle. Absolument. Ils aident leur famille, ça permet de résoudre des problèmes de pauvreté, d'accès à l'éducation, d'accès à la santé. Mais au-delà de ça, il faut des mécanismes incitatifs, de telle sorte que lorsque on a des ingénieurs, on a des hommes d'affaires qui veulent investir dans leur pays, quand on veut attirer l'investissement étranger, qu'on donne des facilités à la diaspora et aux hommes d'affaires qui vivent sur le territoire national. Lorsque je prends par exemple le cas du Cameroun, vous savez que la diaspora camerounaise rapatrie plus de 300 milliards par an. Mais il faut aller au-delà de cette contribution financière. Parce que vous savez, quand vous regardez, par exemple, vous venez de suivre la Coupe du Monde, regardez toutes les richesses que le Cameroun a de par le monde. Quand vous voyez l'équipe, imaginez une équipe de football du Cameroun avec Vincent Boubacar, Kylian Mbappé, Tchouaméni et tous les autres. Absolument. Vous voyez la richesse que le Cameroun aurait. Et l'avantage dans le domaine du sport, c'est qu'on fait appel non seulement au patriotisme, mais également à la méritocratie. Et je pense que ce type de mode de pensée doit prévaloir également dans les domaines économiques, sociaux et culturels. Quand vous voyez l'industrie culturelle ou au niveau, par exemple, de l'économie ou de la santé, le Cameroun a beaucoup de médecins à l'étranger, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de gens qui peuvent beaucoup apporter, mais qui ne sont pas mobilisés pour apporter leur contribution à l'effort national. D'accord. Et je pense que ceci provient aussi également de notre histoire spécifique. C'est-à-dire que lorsque je regarde le Cameroun, la manière dont le Cameroun est devenu indépendant, le mouvement nationaliste a perdu la bataille et il y a un gouvernement qui est arrivé et qui a eu l'impression que tous ceux qui étaient dans la diaspora étaient des opposants au régime en place. Et depuis la première république du Cameroun, on a construit un édifice où
on a créé nos grandes écoles nationales, on voulait créer une élite nationale à l'exclusion de ceux, de ceux qui avaient mené le combat nationaliste. Et cette dynamique a continué dans la Deuxième République. Et je pense qu'aujourd'hui, au point où notre pays en est, et compte tenu des défis, que ce soit au niveau économique et politique, que ce soit qu'il s'agisse d'améliorer le bien-être de nos populations et du rayonnement de notre pays, il est temps de mobiliser les compatriotes du pays et ceux de la diaspora pour faire avancer notre pays. Absolument. Alors, de la diaspora au budget, il n'y a pratiquement qu'un pas, puisque vous avez dit, c'est 300 milliards, c'est une constituante. Vous le savez, pardon, le budget du Cameroun vient d'être adopté par l'Assemblée nationale. Avez-vous une lecture, une analyse première de ce budget-là, plus de 6 000 milliards? Disons, lorsque je regarde le budget du Cameroun, le débat ne saurait se limiter au niveau des chiffres, parce que le budget aurait augmenté de quelques centaines de milliards ou pas. Le budget de l'État est le reflet de la taille d'une économie. Et le budget, en fait, au niveau de la taille d'une économie, et le budget également est un instrument de mobilisation des ressources pour faire fonctionner l'État et organiser la société. Ayant dit ceci, lorsque je regarde le budget du Cameroun, il me vient à l'esprit plusieurs remarques. 6 345 milliards. Oui. La première, c'est que ce budget est adopté dans un environnement international difficile, marqué par une crise économique importante. C'est-à-dire, on est revenu avec la crise ukrainienne, la crise du Covid, on est revenu à un environnement international marqué par ce qu'on appelle la stagflation, c'est-à-dire on est dans une phase de stagnation de l'économie, mais également de forte inflation. C'est dans ce contexte. Sur le plan mondial. Au niveau mondial. La deuxième composante là-dedans, c'est que compte tenu de la crise internationale et des politiques monétaires aux États-Unis, on est également dans une phase de hausse du dollar. Qui dit hausse du dollar veut dire que la dette de nos pays qui est exprimée en dollars, elle va se renchérir, elle deviendra plus chère. Et les pays qui peuvent profiter dans cet environnement sont les pays qui exportent en dollars. Mais de l'autre côté, étant donné que la majeure partie des importations de nos pays se fait en dollars, le dollar ayant augmenté et l'euro s'étant déprécié, on va importer à des coûts beaucoup plus élevés. Et nous, les pays de la zone CFA. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque par rapport au budget, c'est que le Cameroun est un grand pays, mais avec une économie qui se rétrécit et un budget également qui n'est pas très important par rapport aux potentialités du Cameroun. Et c'est là que c'est sur ce point que je souhaite attirer l'attention de nos compatriotes. Nous devons prendre conscience qu'au cours de ces dernières décennies, l'économie camerounaise a reculé par rapport aux autres pays. Lorsque je prends par exemple, en économie, on parle du PIB, qui mesure le niveau de richesse créé par les différents pays. Le Cameroun, selon le FMI, le Cameroun est au 15e rang au niveau de l'Afrique. Absolument. À peu près 44 milliards de dollars. Quand je compare ceci au Nigeria, qui a plus de 440, près de 500. Première économie africaine. Première économie africaine, le Cameroun produit moins de 10% de la richesse du Nigeria. Nous avons 27 millions d'habitants. Et par rapport à l'Afrique du Sud aussi, on produit à peu près 10% de la richesse de ces pays.
Je prends d'autres pays en dessous, comme le Maroc ou l'Algérie. Ils produisent à peu près 3-4 fois plus de richesses que nous. Le Kenya également. Et lorsque je prends également des pays comme la Côte d'Ivoire, nous sommes à 44, ils sont à 68. Et les projections du FMI vers 2027, c'est-à-dire quelques 3 ans avant l'horizon 2030, montrent qu'une économie, que le gap sera plus important encore. Nous serons à peu près à 50,2 milliards, la Côte d'Ivoire à 100 et poussière, et le Nigeria à un niveau plus élevé. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le budget, en fait, le budget est un prélèvement sur la richesse créée par le pays. Et le problème que le Cameroun a aujourd'hui, c'est que la taille de notre économie, elle est petite. Pourquoi? Parce que nous avons pris du retard au niveau de la production agricole. Ça veut dire qu'on ne produit pas assez au niveau agricole, au niveau industriel, au niveau des services. On doit se réveiller, redoubler d'efforts pour faire grandir la part de gâteau à partir de laquelle on construit le budget national. Ceci m'amène au débat sur le budget lui-même, qui est d'à peu près 6 400 milliards. En augmentation de 264 milliards, un peu plus. Oui. Bon, quand je le regarde... 354 pour être plus ou moins précis. Oui. Donc notre budget à 345 à peu près. Quand vous voyez par rapport à des pays comparables, je vois par exemple le Sénégal qui vient de commencer à exploiter ses hydrocarbures, passe à peu près à 6 400 de budget. La Côte d'Ivoire passe en 2023 à 11 000 milliards. Nous sommes à 6 000, je crois 300 ou 400 milliards. Lorsque je regarde le budget du Cameroun, donc on a une économie, j'ai dit tout à l'heure, qui s'est rétrécie. On a un budget qui n'a pas... Pour aller un peu plus, mais dans les 11 000 milliards, la Côte d'Ivoire est plus. Donc on observait qu'il y a environ 5 000 milliards d'emprunts. D'accord, je vous laisse poursuivre. Oui, je vais y revenir. Donc, même si je peux répondre rapidement sur ce point. En fait, la capacité d'endettement d'un pays dépend de sa capacité à générer des ressources, des devises à l'exportation. D'accord. C'est-à-dire, quand vous exportez, quand vous attirez des investissements étrangers, vous êtes certain quand vous avez des transferts, qui sont supérieurs aux importations, là, vos niveaux de devises augmentent. Absolument. Donc, quand on compare, par exemple, le Cameroun à la Côte d'Ivoire, on a une dette d'à peu près autour de 11 000 milliards par là. Ils sont à 23 000 milliards. Mais lorsqu'on regarde, la Côte d'Ivoire exporte à peu près plus de deux fois de plus que le Cameroun. C'est-à-dire à peu près 3 fois plus que le Cameroun. Parce que toutes les cultures de rente de la Côte d'Ivoire, café, cacao et autres, bananes, font qu'un pays qui génère plus de devises a une meilleure capacité à rembourser la dette extérieure. Absolument. À rembourser la dette extérieure. Donc ceci me ramène à mes commentaires sur le budget. C'était pour dire que j'ai regardé le budget rapidement. Bon, c'est un budget classique, typique des pays qui sont sous programme d'ajustement avec le FMI. De manière générale, quand je regarde les grandes masses, on a augmenté certains impôts. J'ai vu le droit du timbre, les droits de mutation, et puis quelques taxes sur les produits pétroliers. Donc, ces augmentations de taxes vont concourir au renchérissement du coût de la vie. Surtout les taxes qui toucheraient les produits pétroliers. Parce que vous savez que le transport a un impact horizontal sur l'économie. Il se transfère sur tous les produits transportés au niveau agricole, industriel et autres.
Donc, quand je dis budget de type classique, c'est-à-dire quand le FMI arrive, j'ai toujours dit le FMI est un créancier. Alors, avant peut-être de poursuivre, vous dites, vous avez fait observer qu'il y aura un impact également sur les produits pétroliers. Je vais y arriver, oui. Tout à fait, allez-y. Non, en fait, c'est juste pour avoir des précisions, mais je vous laisse poursuivre. Sur le FMI. Allez-y. Non, ce que je disais, c'est que quand je vois notre budget, le FMI joue le rôle d'huissier des pays créanciers. Donc, ce n'est pas une agence de développement. Nous, on a nos objectifs, on veut arriver aux objectifs 2030. Par rapport à ça, on a intérêt à réduire les impôts, à élargir la base fiscale, à booster au niveau de la dépense, à avoir une politique monétaire plus souple et accompagner ça par des politiques structurelles pour renforcer la compétitivité, l'eau et tout ça. Ça, c'est pour accélérer la croissance. Mais on est dans une période de crise. Au lieu que le FMI, et c'est ce que tous les pays occidentaux, lorsqu'il y a eu la crise du Covid, lorsqu'il y a eu, même pendant au début de la crise ukrainienne, donc quand on veut faire redémarrer l'économie, on baisse les impôts, on relance la dépense, on assouplit la politique monétaire avec des taux d'intérêt bas pour que les gens puissent emprunter et consommer. Or, ce n'est pas la politique que le FMI applique lorsque vous êtes dans un programme d'ajustement. Le FMI, le budget qui a été adopté, c'est un budget qui obéit aux politiques restrictives, c'est-à-dire on serre le boulon. On augmente les impôts, on baisse la dépense, on maîtrise la dépense pour dégager de la ressource pour payer la dette. C'est un peu dans cette logique qu'on a eu toutes ces augmentations d'impôts. Ceci aura pour conséquence de freiner le niveau d'activité. Ça aura également pour conséquence de renchérir le coût de la vie. Oui. Donc par rapport à ça, le gouvernement n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre parce que vous savez que lorsque vous êtes dans une économie qui est endettée et qui a besoin de devises et que le FMI arrive, il vous impose ces conditionnalités et vous n'avez pas beaucoup. Lorsque vous avez finalisé les négociations avec le FMI, même au niveau des discussions au Parlement, vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre pour changer les grandes variables du même le pendant de ces mesures, c'est que ça peut quand même aussi entraîner une instabilité sociale. Plus la vie est chère, moi, le foyer de la ménagère est nourri, ça rend déjà affamé, ça peut entraîner d'autres choses. Tout à fait. En fait, lorsque je regarde la trajectoire budgétaire du Cameroun, quand on prend ce budget, on le projette dans le temps, il risque de nous amener dans une trajectoire où on ne va pas créer assez de richesses. On va dans une trajectoire où on va serrer le boulon et puis on va continuer à renforcer la dette, mais une dette qui n'est pas générée par des investissements productifs. Et la pire des choses, c'est de s'endetter pour faire fonctionner l'État, parce que vous ne créez pas de richesse. Bon, maintenant, au niveau des priorités de ce budget, j'ai vu qu'il y a une priorité au niveau de l'import-substitution, par exemple. C'est une bonne chose, mais pour que cela marche, il faut des politiques adéquates dans ces secteurs pour booster, il faut organiser tout cela. S'il y a la ressource budgétaire en face, il faut qu'on fasse des politiques avec des secteurs prioritaires au niveau de l'import-substitution. J'ai vu des produits, des secteurs comme le bois. Il y a d'autres domaines où le Cameroun est très déficitaire. Tout ce qui est viande, poisson, tous les produits de première nécessité. Mais il ne suffit pas de dire qu'on fait de l'import-substitution. Ce sont des politiques que nous avons mises en œuvre, qu'il s'agisse du Rwanda, ou par exemple, le Gabon à côté sur la transformation du bois. Le Gabon est très avancé sur la 2e ou 3e transformation du bois.
Il faut organiser ces chaînes de valeur. Oui, oui. D'accord. On va peut-être prendre la première pause pour le premier reportage de cette émission. On en reparlera en débat tout à l'heure. Mais déjà, je voudrais qu'on fasse le regard de la rédaction de STV sur cette sortie aux États-Unis du président Paul Biya dans le cadre du sommet Afrique, du mois États-Unis-Afrique. Le chef de l'État s'est adressé déjà devant un parterre d'hommes d'affaires privés. Suivez plutôt. Le premier reportage de ce soir, je l'ai dit, les hommes d'affaires du secteur privé aux États-Unis ont écouté le chef de l'État camerounais sur un certain nombre de priorités et certainement sur cette volonté de les voir venir investir au Cameroun. Suivez plutôt. Situation sanitaire et sécuritaire mondiale oblige, il faut repenser le développement de l'Afrique. Le financement peut en être un outil. Le sujet a réuni experts de la finance et des milieux d'affaires américains et les chefs d'État africains, dont Paul Biya, invité spécial. L'un des freins au développement de l'économie africaine est l'épineux problème de la disponibilité des financements. Pourtant, l'Afrique dispose d'un énorme potentiel en ressources naturelles. Ce potentiel reste sous-exploité ou alors son exploitation n'intègre pas la transformation sur place qui est susceptible de générer de la valeur ajoutée et de la richesse sur le continent. Les conditions d'accès à ces financements sont un autre frein, de même que la forte dépendance de l'Afrique à l'extérieur. L'Afrique ne représente qu'une portion congrue des ressources financières en circulation dans le monde. Son accès à ces ressources se fait à des taux prohibitifs et parfois à des conditions restrictives de souveraineté de nos États. L'Afrique reste trop dépendante de l'aide publique au développement qui semble ne plus correspondre à nos besoins. Le cadre juridique qui gouverne généralement l'obtention de financement est très contraignant et accroît notre exposition aux risques budgétaires et de stabilité de nos institutions. La mise en gage de certaines ressources naturelles sont une autre contrainte, note le président de la République du Cameroun. Également, les modèles et instruments de finance qui, adoptés, contribuent à la réexportation des capitaux à travers des prêts sans mouvement de fonds vers le continent, avec des sorties obligatoires des devises lors des remboursements. L'une des solutions passe par le financement de l'exploitation et de la transformation des ressources naturelles de l'Afrique sur son sol. Pour cela, l'Afrique a besoin d'un volume important de capitaux à long terme. Il serait donc souhaitable d'œuvrer à la mise en place d'un véritable marché africain des capitaux, susceptible d'offrir des outils adaptés au financement du développement de l'Afrique, ce qui permettra sa transformation structurelle et son indépendance progressive de l'aide au développement et des crédits à l'exportation. Cette table ronde privée a eu lieu ce lundi 12 décembre 2022. Elle se tient en marge du sommet États-Unis-Afrique qui démarre ce mercredi 13 décembre. On va évidemment décrypter avec l'invité de ce soir, Eugène Nyambal, économiste et consultant international sur ces questions. On va décrypter, je disais, ce sommet États-Unis-Afrique. Peut-être le temps de dire un dernier mot sur la question du budget et peut-être on va enchaîner également avec cette histoire de corruption qui plombe aussi nos économies en Afrique et au Cameroun en particulier. Merci beaucoup de me repasser la parole. Mon principal message par rapport au budget, c'est qu'il faut un changement de paradigme économique. C'est-à-dire que si on poursuit les politiques que nous menons dans le cadre du programme d'ajustement avec le FMI, nous n'irons nulle part. Il convient
de ne pas oublier que ces programmes sont des programmes à court terme, des programmes de 6 mois renouvelables, qui ont pour but de rembourser la dette. Quelle est la marge de manœuvre? Comment contourner tout cela? Je pense que là où nous en sommes, nous devons mener nous-mêmes notre effort de réflexion sur la transformation de la gestion de nos finances publiques. Parce que ce que le FMI fait, c'est pour dégager des ressources pour rembourser la dette, mais la problématique est plus importante que ça. Je prends par exemple au niveau des grandes masses budgétaires, nous devons réorienter les ressources pour éviter certains gaspillages, dégager de la ressource pour la mettre au niveau, par exemple, de l'augmentation du salaire des fonctionnaires et au niveau des services auprès de la population. J'ai toujours dit que les postes comme les biens et services ou les investissements, le Cameroun dépense beaucoup plus que des pays comparables. Il y a des sources d'économie à ce niveau. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on est en sous-ajustement, le budget qu'on a fait, on prélève des taxes qui pèsent sur l'ensemble de la population. Je pense que le gouvernement devrait également faire un effort sur la réduction du train de vie de l'État. Lorsque je prends la taille des gouvernements dans le monde entier, y compris en Afrique, en phase d'ajustement, on peut faire peser l'ajustement sur une partie sur les populations et les entreprises, mais l'État également, par exemple, si on a un gouvernement, par exemple, de plus d'une 60aine de membres, on peut faire un effort pour avoir un gouvernement plus restreint et réduire ainsi les dépenses. Et également au niveau de la gestion des entreprises publiques aussi, on doit renforcer la discipline et s'assurer qu'elles ne seront plus une source de déficit. Maintenant, en termes de priorité, quand je regarde notre budget, le budget d'investissement qui aide à préparer l'avenir, il reste faible. Son niveau est faible. Et on a un autre problème au niveau du budget d'investissement, c'est que l'exécution, une fois qu'on a adopté le budget, le niveau d'exécution des projets reste extrêmement faible, ce qui réduit la capacité de l'État à impulser la croissance. D'accord. L'autre aussi, lorsque je vois, par exemple, par rapport à la crise, au phénomène de la vie chère, nos politiques de lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire les politiques sociales, au niveau de la lutte contre la pauvreté, au niveau des secteurs comme la santé, comme l'éducation, on doit faire un changement de paradigme aussi à ce niveau pour mettre en place des politiques qui permettent d'avoir plus d'impact sur les populations, qui permettent d'améliorer l'accès à la santé ou de cibler les couches les plus défavorisées de la population. Mais ça me paraît un peu... je veux dire concrètement, notamment, vous avez abordé la question de la vie chère. Pour prendre des exemples basiques, concernant le panier de la ménagère, le litre d'huile a pratiquement doublé, qui est passé de 800 francs à certains endroits à 1500 francs, sinon plus. Bref, le riz, les produits vraiment de consommation courante, de première nécessité, comme ils s'appellent, ont pratiquement doublé sur le marché. La bourse du petit consommateur, évidemment, peine. Alors, face à cela, et justement, on sort du budget, comment est-ce que les pouvoirs publics peuvent d'abord juguler tout cela? Et comment est-ce que les populations peuvent, du moins quel mécanisme, quelle politique mettre en place pour que cela ne pèse pas sur ces populations-là et qui, c'est peut-être, relance la consommation. Parce qu'évidemment, l'impact, c'est le ralentissement de la consommation. Tout d'abord, lorsque je fais mes interventions, je ne parle jamais de choses que je ne saurais mettre en œuvre. D'accord. C'est-à-dire que quand j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, des chaînes de valeur, qu'il faut relancer les chaînes de valeur au niveau agricole, au niveau de l'industrie,
je ne parle pas d'autres, je dis, c'est des choses que j'ai déjà faites et qu'avec d'autres compatriotes, d'autres spécialistes, on est capable de contribuer d'implémenter. S'agissant de la vie chère, vous savez, les origines sont connues, c'est-à-dire d'une part il y a la crise ukrainienne qui a renchéri, et puis la crise du Covid, qui ont renchéri le coût du fret, le coût du transport, de l'énergie et tout ça, et ça a eu un impact sur nos économies. La deuxième cause de la vie chère, c'est que, comme je le dis très souvent, nos économies ont arrêté de produire. C'est-à-dire, nous sommes dépendants de la production de la plupart, de la consommation de la plupart des produits de première nécessité. C'est-à-dire, au Cameroun, aujourd'hui, on est déficitaire au niveau de la viande, du poisson, du riz, et de tous ces produits, alors que nous avons une population qui est au chômage. Absolument. Et des terres... des avantages naturels extraordinaires. On a de l'eau, on a des océans, on a la nature, on a la forêt. On a la nature et tout ça. Alors, comment les autres pays ont fait pour lutter contre la vie chère? Il y a plusieurs mécanismes. Il y a déjà, au niveau des salaires, par exemple, on a essayé, certains pays ont essayé d'augmenter les salaires pour jouer sur le pouvoir d'achat, les salaires des fonctionnaires. On a augmenté les pensions de retraite, ça c'est au niveau du revenu. L'autre point aussi, c'est que sur ces produits, on a essayé de plafonner le prix de certains de ces produits de base, et par un mécanisme où, je vois par exemple le cas de la Côte d'Ivoire et d'autres pays, où on met en place un mécanisme de concertation entre le gouvernement et le secteur privé, les commerçants, en leur disant que nous sommes dans une période où il y a des risques d'explosion sociale. Et si on n'arrive pas à maîtriser la situation, c'est tout le monde qui est perdant. Absolument. Donc, de manière permanente, toutes les semaines, il y a une concertation. On fixe un plafond de prix avec des contrôles sur des terrains, des lignes vertes, pour que les gens puissent appeler. On essaie de voir comment les entreprises peuvent baisser leurs marges. Ça, ce sont des solutions à court terme. Maintenant, au-delà de ça, il faut renforcer la production locale, d'où les politiques d'import-substitution, c'est-à-dire qu'au Cameroun, par exemple, où on importe du poisson, on importe de la viande et ses produits, il faut tous les avantages qu'on donnait aux importateurs dans ces domaines, il faut réorienter la ressource, par exemple au niveau de la pêche, au niveau de toutes ces différentes industries, avoir des politiques sectorielles dans chacun des domaines pour se dire, voici le niveau de déficit que nous avons, et le fait que nous soyons déficitaires nous amène à dépenser des devises que nous n'avons pas et à continuer à entrer dans les programmes d'ajustement avec le FMI. Donc, il faut avoir des politiques d'import-substitution, mais pas juste des effets d'annonce dans le budget. Ça, j'ai vu le Rwanda un peu partout, l'Éthiopie. Quand on prend un secteur comme le secteur du bétail ou du riz et tout ça, on a des stratégies sectorielles. On essaie de voir qu'est-ce qu'il faut comme écosystème pour promouvoir ces secteurs. En termes de production, en termes d'assistance aux producteurs, à la transformation des produits, jusqu'au marché. D'accord. Alors, à côté de cela, je le relevais tout à l'heure, l'un des autres mots qui tendent à plomber notre économie, c'est cette histoire de corruption. Quelques chiffres. En 2021, selon Transparency International, le Cameroun est classé 35e pays africain sur 54 en matière de corruption. Je rappelle qu'il y a une certaine époque, à la fin des années 90, on était quand même double champion du monde. Pour l'année 2022, l'année finissante, la CONAC, Commission nationale anticorruption, estime qu'on perd plus de 43 milliards de francs CFA
en matière dans le secteur, bref, dans cette histoire de la corruption. Et des secteurs sont ciblés, le transport, les douanes, la police, l'enseignement, la médecine, bref. Cette autre plaie-là, je veux dire, là également, il faut des stratégies, il faut des mécanismes pour qu'elle ne pèse pas sur l'économie nationale. Oui. Oui, effectivement, la corruption est un fléau qui est important au Cameroun, mais qui est présent dans les pays du monde entier. Et lorsque je regarde ce phénomène tel que vous le décrivez, on a essayé de mettre en place toutes les institutions, la CONAC et les autres, la NIF. Les différentes commissions dans les ministères, oui. le CONSUPE, Contrôle supérieur de l'État. Tout à fait. Mais ce dispositif ne fonctionne pas parce que souvent on crée des institutions qui n'ont pas les moyens de mener à bout leur mission, les moyens financiers, les ressources humaines ou même l'autonomie nécessaire pour engager des enquêtes ou même saisir le procureur de la République lorsque toutes les preuves sont réunies qu'il y a des problèmes de corruption. Et malheureusement, même les bailleurs de fonds qui ont aidé à mettre en place ces mécanismes n'aident pas toujours. Je prends un exemple simple. Lorsqu'on a eu, par exemple, toutes les dépenses du Covid, et même dans les autres secteurs, il y a eu beaucoup de passations de marchés qui se sont faites de gré à gré et qui sont allées à l'encontre du Code des marchés publics. Et il me souvient que lorsque j'étais au FMI, ces éléments constituaient des conditionnalités que le Cameroun devait satisfaire pour bénéficier des programmes. Et lorsque, dans la réalité, il y a eu violation de toutes ces règles de gouvernance et de bonne gestion, je m'attendais à ce que le FMI et la Banque mondiale montent au créneau pour tirer la sonnette d'alarme. Mais je constate que ces institutions ont eu une réaction assez timorée. Sur cet aspect de la corruption, lorsqu'on parle de grands projets, c'est un aspect de la corruption qu'on peut maîtriser avec beaucoup plus de coercition. Et je pense qu'il faut également faire un effort pour récupérer les biens détournés. Ça ne sert à rien de gaspiller la ressource. Il faut allier la coercition avec la récupération des ressources et plus de transparence dans la gestion de la lutte contre la corruption. Par contre, il y a un deuxième niveau de corruption qui est la corruption au quotidien des petits agents, des échanges au sein de la population. Cette corruption n'est pas spécifique au Cameroun. Je la trouve présente dans la plupart de nos pays en Afrique. C'est-à-dire quand vous voyez des petits fonctionnaires, des agents à tous les niveaux où vous avez besoin de services, que les gens essayent de monnayer leurs services. C'est une corruption, à mon avis, d'ordre socio-économique. C'est-à-dire que lorsque je regarde la plupart de nos pays, le pouvoir d'achat, le salaire des gens ne leur permet, par rapport aux dépenses familiales, souvent le pouvoir d'achat ne permet pas de faire face aux besoins sur tout le mois. Donc, ça crée une situation où beaucoup d'individus qui ont le moindre pouvoir essayent de compenser leurs revenus en essayant de trouver des ressources auprès des autres. Ici, ce type de corruption peut être combattu c'est la croissance économique, plus de création d'emplois. Et puis, je pense aussi que l'État dans nos pays devrait réduire les dépenses familiales dans les secteurs clés tels que l'éducation, la santé, le transport, pour lutter et accompagner ça de plus de coercition pour lutter contre ce type de corruption. Deuxième reportage ce soir, vous en avez certainement entendu parler, cette insécurité qui a envahi
la ville de Douala. Cette semaine, pratiquement 48 heures, la ville était plus ou moins sens dessus, dessous. D'abord un phénomène de microbes et puis derrière, le gouverneur de la région du littoral a estimé qu'il s'agissait d'un certain nombre de personnes qui voudraient susciter, pour des raisons politiques, un soulèvement. Suivez le point dans ce reportage sur la réunion de sécurité organisée par le gouverneur de la région du littoral ici à Douala. Le port de machettes, couteaux et autres objets tranchants désormais interdits dans la ville de Douala. Ceux-ci, aux mains de bandes de jeunes, ont semé peur et panique dans la capitale économique, affolant au passage piétons, automobilistes, tenanciers des shops et autres débits de boissons, ceci pendant plusieurs heures. Suite à ces événements, le gouverneur de la région du littoral a tenu ce 15 décembre une réunion de sécurité. La suspension de la circulation des mototaxis dans la ville de Douala de 20h à 6h jusqu'à nouvel avis. La fermeture des débits de boissons et salles de jeux de bar dans certains quartiers cibles. Interpellation des colporteurs systématiques de fausses nouvelles, y compris dans les réseaux sociaux, et leurs complices et leur déferment devant les parquets compétents. Interdiction du port de machettes, couteaux et autres objets tranchants et contondants. Tout est parti du décès par balle d'un jeune homme du quartier Makea, c'est dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Depuis 48 heures environ, la ville de Douala est en proie à des actes de violence et de vandalisme perpétrés par des fauteurs de troubles, dont l'affreux objectif est de créer des soulèvements populaires pour mettre à mal la stabilité de nos institutions. Si l'incident du quartier Makea à Douala, 2e, ayant opposé nos forces de l'ordre une journée avant à un groupe de dealers en matière de spéculation de drogue, a enregistré le décès de Nasser Arafat Tanko, suivi d'une tentative de vandalisation de l'hôpital La Quintini par une horde de jeunes du dit quartier. En furie, l'ordre y a été rétabli par nos forces de sécurité et permis l'inhumation dans la tranquillité du Découyous en conformité avec les us et coutumes musulmanes. Selon l'autorité administrative, malgré le dispositif de sécurité mis en place, aucun microbe n'a été rencontré par les forces de maintien de l'ordre. La psychose qui s'est donc emparée de la ville est due à une véritable manipulation. La journée du 13 décembre 2022 s'avère une véritable manipulation des colporteurs de fausses nouvelles visant à perturber la quiétude de nos populations à des fins politiciennes. Autour de 18 heures de la journée en question, un groupuscule de mototaximens passe à grande vitesse dans certains carrefours, ameutant les foules et éprouvant un malin plaisir à annoncer l'arrivée des microbes dans ces zones. Tout semble planifié dans les réseaux sociaux afin d'instaurer une psychose au sein des populations du littoral en général et dans la ville de Douala en particulier. Nous en appelons à un élan de réarmement moral et mental de nos populations. Face à cette insécurité qui va croissante à titre conservatoire, des mesures de restriction de liberté ont été prises. Voilà donc pour le récap de ces dispositions prises à Douala après ces 48 heures pratiquement d'insécurité grandissante. Eugène, certainement que la capitale économique, face à ce genre de phénomènes sociaux, c'est pas pour permettre la sérénité des investisseurs qui c'est peut-être aussi des populations. Absolument. Je tiens à souligner que le phénomène de microbes n'est pas spécifique au Cameroun. D'accord. J'ai vu ce qui s'est passé à Douala la semaine dernière. Le même phénomène se produit dans des villes comme Abidjan, où on a près d'un million de jeunes désœuvrés qui souvent envahissent certains quartiers de la capitale, comme ça s'est passé ici dernièrement, et créent des problèmes d'insécurité. Ceci étant dit, je salue l'action des autorités, et surtout du gouverneur de la province du littoral. La région désormais. De la région,
qui a pris les mesures nécessaires pour amener la sécurité. Parce que dans toute vie en société, la sécurité des biens et des personnes est la mère du développement. Est la mère du développement. C'est une réponse adéquate, mais on ne saurait aborder le problème des microbes uniquement sur l'aspect sécuritaire. Et il y a également un volet socio-économique, parce que ces jeunes désœuvrés qui envahissent les beaux quartiers, c'est le reflet de l'absence, de la détérioration de la qualité de vie, la vie chère, le fait que les familles sont de plus en plus désorganisées face à la pauvreté. Donc je pense qu'à ce niveau, avec la décentralisation en cours, il faudrait qu'on mette plus de moyens aussi bien au niveau national qu'au niveau des régions pour avoir des politiques de lutte contre la pauvreté ciblées. On doit avoir le profil des familles pauvres dans nos villes, dans nos campagnes, identifier et puis mettre en œuvre des actions spécifiques pour les soutenir, soit par plus d'éducation, par des transferts de revenus. J'ai vu des programmes innovants dans certains pays en Afrique. Je pense au programme du président Macky Sall, où on a identifié par exemple toutes les femmes qui vendent dans le secteur informel, tous les pauvres, on les a identifiés pour s'assurer qu'on injecte un minimum l'État injecte un minimum de revenus à ces gens dans le secteur informel pour essayer de stabiliser la cellule familiale. J'ai vu des cas où on a fait le recensement des enfants dans les écoles pour s'assurer que certains enfants des familles pauvres ne vont pas à l'école sans être alimentés. Et on a mis en place des programmes assez spécifiques où on organise des femmes du secteur informel, on organise des cantines pour s'assurer que ces jeunes, ils ont le minimum et puis ils ont également l'encadrement qu'il faut. Et lorsque tout ce dispositif est en place et qu'il y a toujours des récalcitrants, là, les mesures sécuritaires peuvent prendre le relais. Mais ce n'est pas un phénomène nouveau. Il me souvient que même en Occident, en France notamment, lorsque la France a commencé à s'industrialiser au XIXe siècle, toutes les gens qui étaient venus des campagnes pour aller dans les zones industrielles et les grandes villes, s'attaquaient aux personnes, aux biens. Il y avait beaucoup de vandalisme. Et à l'époque, on parlait de classe laborieuse, classe dangereuse. Et donc, certains sont allés jusqu'à dire que les pauvres avaient des chromosomes qui les prédisposaient à la criminalité. Alors, ce problème a été résolu, vous voyez, aujourd'hui en France, le boulevard Haussmann. Il y a le préfet Haussmann qui a mis en place des politiques sécuritaires pour tracer les grandes villes, s'assurer que la police pouvait contrôler les quartiers les plus pauvres. Mais autour de ça, on a développé également des politiques économiques et sociales pour lutter contre ce phénomène. Donc je pense qu'aujourd'hui, chez nous, il faut mettre l'accent sur ça. Parce que si on ne le fait pas maintenant... Développer des commerces, ces politiques ressemblent à quoi? Il faut développer l'activité économique, mais comme ça ne suffit pas, il faut des politiques ciblées, c'est-à-dire que, par exemple, au niveau du Cameroun, au niveau du ministère des Finances, la direction de la statistique, et même dans les villes, on doit savoir avoir le profil des pauvres dans les villes, dans les campagnes, développer des activités de proximité avec des jeunes dans les quartiers. On peut faire la réflexion des écoles, des routes, des pistes rurales, des travaux de peinture pour occuper ces jeunes dans les quartiers. En fait, il faut mettre en place des politiques pour redistribuer le revenu au niveau local. D'accord. Et dans ce type de domaine,
le Cameroun est un peu en retard sur ça. Et je pense qu'il faudrait, en période de crise comme celle-ci, où il y a un phénomène de vie chère, il n'y a pas de création d'emplois, il faut qu'il y ait plus d'imagination pour mettre en place des politiques complémentaires de transfert de revenus. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Voilà. Cela dit, 2023, c'est pratiquement demain, dans quelques jours. Nous sommes le 18, c'est dans environ 13 jours, la fin de l'année 2022. Dans 13 jours, je le dis. Pendant qu'on votait le budget, et même bien avant, tout au long de cette semaine, au regard du renchérissement de la vie, tout le monde a eu l'impression que le carburant, les produits pétroliers allaient également ressentir cet impact et qui s'est peut-être augmenterait. Est-ce qu'on peut s'attendre, au regard de l'analyse, des signaux économiques à une augmentation ou au maintien du prix du carburant à la pompe, par exemple? Je pense qu'au niveau de la subvention sur les prix des produits pétroliers, la position actuelle n'est pas tenable à moyen terme. On sera obligé de baisser la subvention. Et pour que le Cameroun... j'ai observé le budget qui a été adopté. C'est une question qui a été un peu mise de côté. Mais afin de ne pas être surpris par le FMI, il faudrait que les autorités camerounaises engagent une réflexion sérieuse sur la réduction des subventions dans ce domaine. Je voudrais préciser que cette année, le chef de l'État fait passer cette subvention de 120 milliards à 480 milliards. Oui. C'était le 2 juin qu'il y a eu ce collectif budgétaire. Oui. Juste une précision. Hein, oui, tout à fait. Bon, lorsque vous voyez qu'une subvention passe de 120 à 400 et que vous voyez que dans le budget, il y a d'autres besoins, il faut faire face aux besoins de fonctionnement de l'État, les salaires, les biens et services et autres. Il faut investir, il faut le budget d'investissement, et il faut rembourser la dette. Lorsque vous voyez toutes les autres dépenses et qu'un seul poste de subvention augmente et est multiplié par 3, ce n'est pas tenable. Ça, ce qu'on appelle en économie un effet d'éviction, c'est-à-dire les ressources qu'on met dans les subventions, on les retire des autres secteurs. Je vous ai dit que par exemple sur les politiques de lutte contre la pauvreté, il n'y a pas assez de ressources, consacrées à ce volet. Au niveau de l'investissement, il n'y a pas assez de ressources. Maintenant, en termes de réflexion, vous savez que le prix des hydrocarbures est la résultante de plusieurs prix. Je m'explique. Là-dedans, pour le prix final, vous avez plusieurs facteurs qui y contribuent. Il y a, par exemple, les marketeurs, il y a les taxes, par exemple, au niveau de la SONARA, il y a la SCDP, il y a tout ça. En fait, c'est tout ce dispositif qu'il faut remettre à plat, pour voir où est-ce qu'on peut faire des économies pour réduire la subvention. Quand je regarde de manière mécanique, je regarde par exemple et ce dispositif qui a été mis en place dans les années 70, de gestion du secteur pétrolier, aujourd'hui il est en crise. Lorsque je regarde par exemple la SCDP, elle était censée aider le Cameroun à avoir des stocks stratégiques en période de crise. Lorsqu'on regarde dans la réalité ce rôle, elle ne joue pas suffisamment ce rôle. Lorsque je vois la SONARA, par exemple, qui avait pour rôle le raffinage du pétrole camerounais, et il me souvient que la raffinerie a pris feu depuis, je crois, 2018-2019, et on ne l'a pas reconstruite depuis plusieurs années. Or, la SONARA, avec la SNH, était l'une de nos principales sources de devises. Vous voyez, le prix du pétrole a augmenté ces derniers mois avec la crise internationale. Si la SONARA avait reconstruit la raffinerie,
elle nous aurait permis de gagner des ressources de devises. Absolument. Maintenant, au niveau de la Sonara également, la Sonara avait, vous savez, auparavant, au départ, la Sonara avait le monopole d'importation de 100% des produits pétroliers. Il se trouve qu'avec les réformes de la Banque mondiale, on lui a enlevé 20%, soi-disant pour créer plus de concurrence, et les 80% sont restés au niveau de la Sonara. Et aujourd'hui, c'est une activité qu'il faut remettre au niveau de la Sonara, pour aider la société à se relancer. Et donc, au niveau de la Sonara, les priorités, donc, c'est reconstruire la raffinerie, reprendre l'activité d'importation. Et au niveau de la raffinerie, lorsque je lisais les documents du FMI, j'ai vu qu'il y avait des solutions de type PPP, partenariat public-privé, qui étaient encouragées. Personnellement, étant donné que j'ai eu à gérer ce type de projet au niveau de la Banque mondiale, de faire des privatisations, je ne conseille pas aux autorités camerounaises de procéder à des PPP dans des domaines aussi stratégiques que la Sonara. Nous avons vu ce que les concessions et les privatisations ont donné dans des secteurs comme l'eau, comme l'électricité. Au niveau d'un secteur comme la Sonara, si on amène des partenariats publics-privés et qu'on donne des concessions, par exemple, sur 30 ans, on risque de se retrouver dans une configuration où le partenaire stratégique va siphonner les bénéfices sur toute la période et va nous laisser avec un outil industriel dégarni. Et l'autre chose, l'État n'aura pas la capacité à contrôler les investissements et la gestion dans ce secteur stratégique. D'accord. Donc c'est un peu cette réflexion que je voulais faire à ce niveau. Donc mon message, c'est que le FMI n'a pas abordé le problème de la subvention cette fois-ci, mais étant donné que c'est un programme triennal, la problématique de la baisse des subventions va revenir sur la table et il ne faudra pas que le Cameroun soit surpris. Et ici, il s'agit d'une bataille idéologique où le FMI dit qu'il faut supprimer les subventions au prix des produits pétroliers parce que ces subventions profitent le plus aux riches, aux classes moyennes et aux riches. Le FMI demande qu'on remplace ces subventions par des politiques ciblées vis-à-vis des pauvres. Comme celle dont je parlais, où on identifie les pauvres dans les villes, on fait des transferts financiers au lieu de subventionner les hydrocarbures. Mais le problème, il y a un double problème là-dedans, c'est que, le Cameroun, aujourd'hui, n'a pas les outils statistiques pour connaître la population de pauvres au Cameroun. On n'a pas cet outil. Ce type de mécanisme est plus adapté aux pays avancés, qui ont des outils assez sophistiqués pour suivre leur population, avoir les profils de lutte contre la pauvreté. La deuxième chose, c'est qu'on est dans un contexte où, vous avez vu, avec la vie chère, il y a eu une explosion des produits de première nécessité. Et si ceci n'est pas maîtrisé, ça peut nous entraîner vers une explosion sociale. Si demain, vous enlevez les subventions au prix du carburant, ceci aura un impact sur l'ensemble de l'économie. C'est-à-dire, si ça augmente, le prix du transport va augmenter. Si le prix du transport augmente, le prix de tous les produits agricoles va augmenter, le prix des produits industriels va augmenter, le prix des services va augmenter, parce que même les propriétaires qui ont des immeubles, ils vont se dire, étant donné qu'ils subissent la hausse du coût de la vie, ils vont répercuter un peu partout et ça peut entraîner une spirale où même au niveau des entreprises, les salariés eux-mêmes vont demander aux entrepreneurs ou à leurs entreprises d'augmenter les salaires. Et au niveau des fonctionnaires aussi, ne pouvant pas joindre les deux bouts, donc ça peut nous amener
dans une situation très dangereuse pour la stabilité économique, politique et sociale du Cameroun. D'accord. On va parler donc du sommet États-Unis-Afrique, mais avant, essayons de faire le point de l'Assemblée générale de la CECIMA, la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun, dont les travaux se sont déroulés cette semaine, ici à Douala. La transformation est au centre de la 3e session ordinaire de l'Assemblée plénière mandature 2020-2024 de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun. Dans ce domaine, des expériences sont exposées ici. À cette occasion, nous avons eu à parler beaucoup de jeunes, surtout de la transformation de nos produits de cru, parce que nous sommes à l'heure de l'import-substitution, on en parle beaucoup. Et ici, vous allez voir dans cette salle déjà les expositions de jeunes que nous avons pu former dans notre centre d'incubation pilote. Ils sont près de 330 que nous avons eu à former et quelques jeunes sont venus exposer leurs produits ici. Nous avons demandé aux membres de pouvoir les examiner et de pouvoir les amener à faire des promotions de ces produits, aussi bien dans ce pays qu'à l'extérieur du pays. Au cours des travaux, le budget évalué à plus de 4,7 milliards de francs CFA est étudié et adopté par la centaine de membres de la CECIMA. Une enveloppe certes revue à la baisse, mais qui servira à la mise en œuvre des projets de l'équipe arrivée à mi-mandat. La principale décision qui a été prise au niveau de cette 3e assemblée plénière, c'est surtout de s'adresser au gouvernement, pour que le gouvernement puisse donner la possibilité aux Camerounais de faire de la transformation de produits de cru dans de bonnes conditions, de meilleurs coûts et de bonne qualité. Les échanges se font ce 15 décembre 2022 à Douala en présence du représentant du ministre du Commerce empêché. Parlons donc du point de ces assises qui viennent de s'achever aux États-Unis en présence d'une 50 chefs d'État africains qui sont allés à la demande du président Joe Biden prendre part à ce sommet. Alors, de nouvelles annonces, je veux dire, peut-être un peu plus, ou d'autres annonces. Ce sommet, qu'est-ce qu'il apporte de plus? Quel peut être son impact, son incidence sur l'économie africaine de façon globale? Si vous permettez, avant d'aborder ce sujet, je voulais compléter ce que je disais sur les PPP. Ok, partenariat public-privé. Oui, partenariat public-privé et les prix du carburant. Il ne faudrait pas donner l'impression qu'on s'oppose au PPP pour s'y opposer. Ce que je souhaite, c'est qu'au lieu de faire des PPP, que l'on demande à nos partenaires, notamment le FMI, de donner la possibilité dans le cadre du programme au gouvernement camerounais de mobiliser les ressources par lui-même pour investir dans le secteur. J'ai eu à conseiller les gouvernements africains dans le cadre des négociations avec le FMI. Les portes ne sont pas toujours fermées. Tout se passe dans la négociation. Je ne donne pas des conseils pour que le Cameroun aille affronter le FMI. Non, c'est pour trouver des solutions alternatives. Est-ce qu'en ce moment, le Cameroun est contraint d'appliquer ces mesures-là? Absolument. Lorsque vous êtes dans le cadre des programmes du FMI et que le FMI vous donne des crédits, vous avez une obligation absolue d'appliquer toutes les conditionnalités. La deuxième chose, c'est que lorsque vous êtes dans les programmes avec le FMI, vous n'avez pas le droit de vous endetter auprès de la Chine ou des autres bailleurs sans l'accord préalable du FMI. Jusqu'à ce que le Cameroun retourne au programme d'ajustement en 2017-18. Entre 2006 et 2017, le FMI pouvait donner des conseils au Cameroun sans que le Cameroun ne les applique parce que le Cameroun n'empruntait pas les ressources du FMI. Or, depuis qu'on y est retourné, on prend des crédits et lorsque le FMI vous donne des crédits, ces crédits permettent de mobiliser les crédits de tous les autres bailleurs, y compris la Banque mondiale, la BAD et les autres. Donc, si vous avez des programmes avec le FMI, on bloque les crédits de tous les autres bailleurs. D'accord, vous n'avez pas de choix. Parlons donc de ce sommet. États-Unis, Afrique.
pour les retombées. Qu'est-ce que ça apporte de plus? Je veux dire, dans cet environnement, il y a des sommets Union européenne-Afrique, il y a des sommets France-Afrique, il y a des sommets Chine-Afrique, Russie-Afrique. Les États-Unis se repositionnent aujourd'hui. Pour quel impact? Ce que je constate, c'est que l'Afrique est le continent le plus courtisé par tout le monde. D'une part, on a les sommets États-Unis-Afrique, sommet Afrique Union européenne, sommet Afrique-Russie, sommet Afrique et Chine. Seule l'Afrique est inconsciente de son potentiel. En fait, ceci se passe dans une phase où, après près de 5 siècles de domination occidentale, avec l'Empire anglais, maintenant les États-Unis, on se dirige vers un monde multipolaire. C'est-à-dire que pour la première fois, les Occidentaux ne seront pas les seuls maîtres du monde. Et avec l'évolution de la démographie mondiale, on évolue vers un monde multipolaire où le centre du monde va se déplacer vers l'Asie. Le futur de la compétition, c'est entre la Chine et les États-Unis. La Chine qui est une menace stratégique pour les États-Unis. Et du fait de la démographie et puis des immenses ressources naturelles de l'Afrique, chacun veut essayer de maintenir l'Afrique sous le manteau. Absolument. Et c'est pourquoi vous avez eu, par exemple, le sommet Afrique-Union européenne, qui nous a donné notamment quelque chose, des accords que je ne pouvais pas, notamment les APE, où on nous a amené à signer des accords avec l'Union européenne pour que l'Union européenne ait accès au marché africain sans payer les droits de douane. Et ces recettes douanières que nous perdons, nous sommes obligés d'aller dans les programmes avec le FMI pour solliciter de l'aide. Donc, il y a un accès à nos marchés, alors que c'est chez nous qu'il y a la demande, c'est chez nous qu'il y a le marché. Donc, les autres vendent chez nous et on crée, et en consommant, on crée des emplois chez eux. Donc, pour moi, il s'agit un peu des accords inégaux. Et l'Union européenne avait développé une autre idée qui consistait à lancer un programme d'investissement où on allait solliciter des DTS, c'est-à-dire auprès du FMI, pour amener l'Afrique à commander des infrastructures et autres qui seraient fabriquées par des entreprises européennes. Je pense que nous devons parler dans ce sens. S'il y a des plateformes d'infrastructures à construire, on doit les construire en Afrique. S'il y a des entreprises à développer, on doit les faire ici, là où il y a la demande. Ceci m'amène à aborder le problème du sommet États-Unis-Afrique. 55 milliards de dollars de coopération publique sur 3 ans, 15 milliards d'accords privés ont été conclus, et puis la promesse que l'Afrique va désormais avoir une voix ou alors être écoutée au G20. Alors, deux remarques par rapport à ce que vous dites. La première, c'est que, est-ce que vous vous souvenez du sommet États-Unis-Afrique de 2014 avec Barack Obama. Avec Barack Obama, avec 33 milliards d'investissements promis, avec des promesses d'aider l'Afrique à installer plus de 30 000 milliards de mégawatts au niveau de la production énergétique. Oui. Est-ce que vous avez fait le bilan de ce premier sommet? Je vous renvoie la question. Donc, il y a eu ce premier sommet. Et ensuite, sous le président Trump, les États-Unis avaient levé un peu le pied vis-à-vis de l'Afrique. Et maintenant, avec la guerre en Ukraine et puis la montée des BRICS, c'est-à-dire la Chine et la Russie, qui essayent de créer un contrepoids, les États-Unis reviennent subitement vers l'Afrique en proposant ce programme d'investissement de 55 milliards sur 54 pays africains. Ça fait à peu près 1 milliard de dollars par pays africain. Je vous signale que certaines de nos entreprises publiques ici, je voyais par exemple
les besoins d'investissement je crois de la SNEC, quelque chose comme ça, la semaine dernière, de plus de 1000 milliards. Donc une seule entreprise publique a des besoins énormes. Donc sur 55 milliards, il y a à peu près 1 milliard de dollars par pays. Là n'est pas le plus important. Ce que moi j'attends des États-Unis, c'est le pays le plus puissant au monde. C'est un pays qui a plus de technologie que tout le monde. Moi, je souhaite que les États-Unis travaillent avec l'Afrique pour développer le secteur privé, pour créer des richesses, pour développer notre agriculture. Et c'est à ce niveau que j'attends la... Ça se matérialise comment? Oui, mais il y a des investissements. Quand vous voyez les investissements directs étrangers, les États-Unis sont orientés plutôt vers l'Asie et vers l'Europe. Et les États-Unis ne se tournent vers l'Afrique pour les matières premières. Pour les matières premières, mais investir dans la démographie africaine, les marchés africains qui sont de près de 1,5 milliard de consommateurs aujourd'hui. Les États-Unis ne sont pas très présents. Ils ont, en termes d'innovation, en termes, même au niveau des grandes surfaces, au niveau des technologies agricoles, de l'énergie, c'est le pays le plus puissant au monde. Or, lorsque je regarde aujourd'hui, je regarde l'agenda qui est développé par les États-Unis. J'ai peur qu'il soit incompatible avec les intérêts à long terme de l'Afrique. Je prends plusieurs exemples. Il y a, par exemple, au niveau agricole, au niveau de l'agriculture, les États-Unis dépensent plus de 1 milliard de dollars de subventions aux produits agricoles par jour pour vendre dans le monde entier. Nous, en Afrique, nous avons une population qui augmente. Nous avons une dépendance alimentaire énorme. Donc, lorsqu'il y a ces subventions, ça empêche nos producteurs d'exister tout simplement. Absolument. Donc, à ce niveau, par exemple, il faudrait qu'on essaye de trouver un terrain d'entente pour que l'Afrique produise plus au niveau agricole et industriel. Je prends également tout ce qui concerne le changement climatique et même les questions démographiques, où les États-Unis et les Occidentaux disent qu'il faut maîtriser la pression démographique et puis gérer les effets du changement climatique. Lorsque je regarde à ce niveau, sur les 5 derniers siècles, l'Afrique était le continent le moins peuplé. Et la démographie africaine constitue, à mon avis, un atout majeur dans les prochaines années. Lorsqu'on projette la population mondiale d'ici 2100, les Africains seront à peu près 40% de la population. Donc il y aura une demande, il y aura une force de travail. Est-ce qu'on va... Et par rapport à cela, il faut qu'on développe les moyens de nourrir, d'entretenir cette population. En ce qui concerne le changement climatique, je pense qu'il est normal qu'on travaille pour arrêter de dégrader l'environnement, mais il y a de l'autre côté également des impératifs de développement. Lorsqu'on parle, par exemple, de supprimer tous les hydrocarbures, le pétrole, qu'on empêche l'Afrique de développer vous avez vu le conflit avec l'Ouganda ou la RDC, où on leur demande de ne pas mettre en exploitation de nouveau leurs ressources énergétiques, et que l'on dise que dans les années à venir, on va passer par exemple aux voitures électriques. Je pense que les Occidentaux, à ce niveau, doivent trouver une solution gagnant-gagnant, sachant que lorsque vous regardez l'Afrique aujourd'hui, on a du mal, même au niveau des ménages ou des entreprises, à avoir accès à l'électricité. Combien de fois imaginer que toutes les voitures dans nos pays vont fonctionner avec l'électricité. Donc je pense que lorsqu'ils avancent ces nouveaux agendas, ils doivent également tenir compte de compensation. Oui, de nos soucis, de nos préoccupations et de la nécessité de développer nos pays. Là où on a besoin également des Américains, et ça fait partie des thématiques du sommet, ils ont parlé de bonne gouvernance et démocratie.
Ils ont également parlé des problèmes sécuritaires. Au niveau de la bonne gouvernance et de la démocratie, je pense qu'il s'agit de valeurs culturelles. Chaque pays doit organiser la démocratie selon ses valeurs. Mais au niveau de la bonne gouvernance, je suis d'accord, il faut être intransigeant, il faut utiliser la ressource pour améliorer le bien-être des populations. En termes de sécurité, les Africains, nous devons nous donner plus de moyens de défendre nos pays avec le soutien de tous nos partenaires, les Américains et tous les autres qui veulent nous aider. Absolument. Les Africains doivent être au premier plan pour assurer la sécurité de leur pays, parce que sans sécurité, il n'y a pas de développement. Et encore faudra-t-il qu'on ait les moyens. Merci. Ça se trouve les moyens, ça se donne. Merci infiniment Eugène Yambal d'avoir passé ce moment avec nous, plus de 90 minutes, évidemment pour décrypter l'actualité économique nationale, africaine et internationale avec nos nombreux téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous à la maison d'avoir suivi cette autre émission de Face à l'actu. C'est dimanche ce soir, demain lundi, un début de semaine. Je vous le souhaite assez joyeux. Bonsoir.